Le Club Jules Sens a l'honneur de vous présenter une conférence intitulée La cinématique des plis dans les ondes externes des horogènes, présentée par M. Eric, professeur à l'Université de Nantes, docteur en géologie appliquée, 5 ans d'expérience en bureau d'études d'hydrogéologie, spécialiste en modélisation des déformations tectoniques et en hydrogéologie, travaille depuis plus de 20 ans avec l'université tunisienne, Sfax, Tunisie, Gabès. Merci beaucoup. Donc je vais vous présenter des résultats évidemment provisoires, hein, c'est de la recherche. Donc ce dont je vais vous parler n'est pas dans les livres, c'est vraiment de la recherche, et des travaux qu'on fait avec des collègues justement qui utilisent Sfax et Gabès, et sur la cinématique des plis, c'est-à-dire la manière dont les plis se forment d'un état initial à un état final, et les problèmes qu'on pose. Alors, dans les zones externes des orogènes, c'est-à-dire en clair, où il n'y a pas de métamorphisme, hein, où on reconnaît le bassin sédimentaire sans problème, où on a des couches de roches sédimentaires, c'est ça les zones externes, par opposition au métamorphisme, dès qu'on est dans des faciès amphibolites ou granulite, où on ne reconnaît plus rien, ça c'est les zones internes. Donc comprenez ce titre comme étant la manière dont un pli se forme, d'une couche sédimentaire plate jusqu'à un pli, dans les endroits où il n'y a pas de métamorphisme. Alors c'est un problème qui est scientifiquement important, mais surtout économiquement important, parce que les plis, c'est des réservoirs aussi bien pétroliers que hydrogéologiques, et vous comprenez bien qu'il y a un intérêt à comprendre la répartition de la fracturation dans ces réservoirs, et si on est capable de faire le lien entre la forme du pli, la manière dont le pli s'est fait et la localisation de la fracturation, on aura fait des gros progrès dans l'exploitation des réservoirs. Donc c'est en gardant cette idée-là dans la tête, hein, cette notion de réservoir, que je vais vous présenter mon exposé. Alors je voudrais vous m'excuser d'abord. Normalement j'ai une très jolie voix. C'est pas le cas. Puis que j'ai suis en Tunisie, j'ai croisé un méchant microbe et on va essayer de se débrouiller. Comme on peut. Donc, voilà une photo de pli, hein, un anticlinal. Vous connaissez ici. Peut-être fermer la lumière. Hein. Ça va comme ça? Donc, on a un anticlinal, hein, vous connaissez des grosses barres de calcaire, hein, avec des zones qui sont un peu plus argileuses dans lesquelles s'est mis la végétation. On est ici sur une structure qui est dans le Jura, donc en France. Et la question que je vais poser, hein, c'est comment on en est arrivé là, comment les roches sont plissées, quelles sont les étapes du plissement. Alors, en d'autres termes, quand on a une déformation finie, c'est-à-dire quelque chose qu'on observe sur un chepel en Tunisie ou n'importe où dans le monde, quelle est la cinématique, c'est-à-dire comment le pli s'est fait. Alors, pour répondre à cette question, donc on va se mettre dans certaines conditions, hein, on ne va pas répondre à la question générale, un pli géologique c'est trop compliqué, on va se concentrer sur un certain nombre de choses. D'abord, on l'a déjà dit, on est dans les zones externes, donc pas de métamorphisme. On a des plis opaques, des plis qui conservent l'épaisseur des couches. C'est quasiment synonyme de plis non métamorphiques. Hein. Vous savez que les plis dans le métamorphisme sont ce qu'on appelle des plis semblables, avec un étirement des flancs et un épaississement des charnières. Là, on est dans les plis opaques, on garde l'épaisseur des plis. Et puis, donc, pas de métamorphisme, tout ça, c'est un peu les mêmes histoires. Bon, alors le plan que je vais utiliser. Je vais d'abord faire le bilan des connaissances. Qu'est-ce que, quand on va dans les grandes bibliothèques ou sur Internet, on lit, on discute, etc., on se fait une comme idée de la cinématique des plis. Et puis, donc c'est une très longue introduction, hein, ce que je vais vous présenter ici. Vous allez voir que ça va quasiment tenir la moitié de l'exposé, l'état des connaissances. Et puis ensuite, on essaiera, donc je vous proposerai quelque chose, une cinématique, et on essaiera de la vérifier par des pistes différentes. Je vous ai dit que ce n'était pas des certitudes, c'est du domaine de la recherche. Alors on va essayer d'aller voir comment la microtectonique, là c'est
compensation syntectonique, les collapses structures et la signature géomorphologique peuvent nous aider à répondre à la question. Alors, premièrement, bilan des connaissances et présentation des problèmes. Bon, voilà par exemple ici un anticlinal. Alors j'ai une couche, et c'est très schématique. J'ai un anticlinal avec des terminaisons périclinales qui sont ici. Et la question que je pose, c'est comment on en arrive. Bon, pour simplifier le problème, dans un premier temps, je vais considérer qu'on a quelque chose de fixe à l'avant. Et je vais appuyer sur ma couche ici, à l'arrière, et je vais former un pli, et on va voir les étapes du plissement. Alors, déjà pour régler ce problème-là, il faut qu'on règle des problèmes de géométrie, c'est-à-dire notamment la forme du pli en profondeur. Alors, là j'ai par exemple quelques couches que j'ai observées, vous voyez les plis opaques, l'épaisseur est toujours la même, quelques couches. Si je regarde donc, cette géométrie en profondeur, si je continuais à dessiner mes couches très précisément égales en épaisseur, eh bien j'arrive très vite à une impossibilité. Mais je ne peux plus dessiner. Je peux plus dessiner. Donc il y a un problème en profondeur dans les plis. On peut dire les choses autrement. J'espère que c'est évident pour tout le monde que quand vous regardez le pli de Gafsa, le pli de Metlaoui ou n'importe quel pli de Tunisie, ce pli-là, il ne continue pas comme ça jusqu'au centre de la Terre. C'est évident. Hein? Donc il y a un problème quelque part en profondeur, et c'est ce problème qu'on va essayer d'aborder. Alors, l'idée dont on pourrait discuter largement, mais on va le faire assez rapidement, c'est quelque part en profondeur, il y a quelque chose de rigide, un socle, qui, dans les zones externes, et je parle bien dans les zones externes, ne se plisse pas. On a ce qu'on appelle une disharmonie entre ce qu'il y a en profondeur et ce qu'il y a en surface. Si vous voulez, on peut essayer d'aborder ça sur le plan mécanique très rapidement. Si vous avez ici, derrière, un sigma qui pousse, ce sigma va s'appliquer aussi bien là que là. Or, en profondeur, plus vous êtes en profondeur, plus le sigma 3 est important. Donc plus le cercle de mort est faible ici, par rapport à ici. Et donc moins on a de chance d'arriver à la fracturation ici. C'est une manière de voir les choses. Toujours est-il que l'idée, c'est qu'on a obligatoirement un niveau de décollement. Alors ce niveau de décollement, il peut prendre plusieurs formes. Il peut par exemple constituer une épaisse série ductile. Et on pense tout de suite par exemple en Tunisie, mais aussi en Europe de l'Ouest, au Trias. Ou alors, le niveau de décollement, ça peut être un espèce de chevauchement plat qui de temps en temps recoupe les couches. C'est ce qu'on appelle en tectonique moderne un système à plat et rampe. Des plats et des rampes. Vous voyez que dans les deux cas, ce qui est sous le violet, sous le niveau de décollement, est quelque chose qui n'est pas déformé. Alors qu'au-dessus du violet, on est déformé, on a de la déformation, on a du glissement. Donc, niveau de décollement, c'est un sens encore un peu flou, si vous voulez, qui recoupe des réalités différentes. Ça correspond à des objets physiques différents, même si l'effet est le même, c'est-à-dire qu'en profondeur, on n'a pas de déformation. Alors ici, ce dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle des plis disharmoniques ou des plis de rampe. Ici, c'est un pli de rampe, puisqu'on a ici une rampe. Alors, je reprends mon petit dessin de tout à l'heure, avec mon anticlinal ici, avec ses terminaisons périclinales, et vous voyez donc que j'ai introduit ici un niveau de décollement, et je vais considérer que la déformation, elle n'a lieu qu'au-dessus du niveau de décollement. L'idée, c'est que, à l'intérieur du système que je définis ici, la matière est conservée. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de matière, on ne fait pas disparaître de matière. On a ce qu'on appelle un équilibrage, c'est une loi de conservation de la matière. Si on admet
que dans la déformation, dans les limites que j'ai fixées, notamment au-dessus du niveau de décollement, on a une conservation de la matière. Ça veut dire que le volume qui est ici et qui correspond au déplacement à l'arrière est égal au relief du pli, relief de l'anticlinal. Il y a un équilibre entre les deux. Alors c'est peut-être quelque chose qui vous paraît très nouveau, cette notion d'équilibre entre un état initial et un état final. Je vous fais quand même remarquer que les chimistes ont admis ça depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, ce que je prétends, moi, c'est qu'il faut appliquer ça aussi à la géologie. C'est pas parce que vous déformez un bassin sédimentaire qu'il y a des couches qui vont disparaître ou d'autres qui vont apparaître. Il y a exactement la même quantité de matière avant la déformation qu'après la déformation. Et tout ce que je vous raconte, ce n'est qu'une application de ce postulat. Alors, donc voilà notre modèle, si vous voulez. L'idée, c'est qu'on va essayer de simplifier notre approche mathématique de ce problème en n'envisageant que ce qui se passe le long d'une coupe. Alors, pour transformer ce problème qui est purement 3D, dans les 3 dimensions d'espace, en 2 dimensions. Pour pouvoir faire cette approximation, il faut que je suppose, excusez-moi, que quand on a une particule qui est positionnée sur cette ligne à l'origine, après la déformation, la particule est toujours sur la même ligne. C'est-à-dire que le vecteur de déplacement des particules est parallèle, strictement parallèle, au vecteur contrainte principale. C'est-à-dire que quand j'appuie là-dessus, ça ne se barre pas sur les côtés. Alors c'est une hypothèse qui est largement validée par les spécialistes tectoniques quand on est en dehors du métamorphisme, ou quand on est en dehors des problèmes d'hallocinèse. Dès qu'on a de la métamorphisme ou de l'hallocinèse, ben quand on appuie, ça a un peu tendance à se barrer dans tous les coins, donc on ne peut pas appliquer ce que je vais vous dire. Là, je suis dans des problèmes de déformation qui sont des déformations dans des bassins sédimentaires où l'hallocinèse n'est pas une caractéristique majeure. Donc si je regarde maintenant ce qu'il y a sur ce plan de coupe ici, à travers cette théorie, on peut appliquer ce qu'on va appeler la loi de la surface en excès. Cette loi de surface en excès dit que au-dessus du niveau de décollement, qui est une profondeur H dans notre bassin sédimentaire, bien avant et après la déformation, on a la même quantité de matière. C'est-à-dire que si je prends les choses en coupe ici, ça veut dire que le déplacement qu'il y a à l'arrière, vous voyez le fait que j'ai poussé mon système à l'arrière, ici, ça c'est le glissement, c'est ça qui a engendré le pic. Eh bien je dis que le déplacement à l'arrière est égal au relief qui a été créé. En d'autres termes, le glissement ici à l'arrière multiplié par la profondeur du niveau de décollement, donc cette surface-là, est égal à cette surface-là, quand je travaille en 2D. Alors, le raccourcissement, c'est-à-dire cette longueur ici, bien sûr, vous ne pouvez pas la mesurer sur le terrain. Il n'y a pas de trou derrière un anticlinal, puisque tout est poussé ici. Donc on est obligé d'utiliser une petite astuce pour calculer ce rejet, ce raccourcissement. On va dire que la longueur de la couche ici, moins cette longueur-là, c'est-à-dire la taille actuelle, donne une idée du raccourcissement. C'est-à-dire la couche à l'origine, elle était là, elle est maintenant ici. La différence entre les deux, c'est ça, c'est le raccourcissement. Donc, sur le terrain, quand vous faites votre coupe géologique, après des études de terrain, il n'y a aucun problème pour, sur votre coupe, mesurer cette surface. On se met sur un papier millimétré et on compte les petits carrés. Au plus simple. Il y a des techniques plus faciles, plus sophistiquées, je veux dire, mais on va en rester là. Vous mettez un papier millimétré, vous comptez les petits carrés. Vous avez cette surface-là. Vous pouvez calculer cette longueur-là. Donc cette surface-là, excusez-moi, c'est égal à cette surface-là.
vous pouvez calculer cette longueur-là. On mesure ça, quel on enlève ça. Ça nous donne cette longueur-là. Eh bien, si vous avez cette surface-là, moins et le raccourcissement, il suffit de diviser la surface par le raccourcissement pour calculer la profondeur du niveau d'école. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est indiqué ici. Quand on pose l'équivalence des surfaces et qu'on calcule le raccourcissement selon cette formule-là, longueur initiale moins longueur après le raccourcissement, eh bien, on peut calculer très facilement la profondeur du niveau d'école. Alors tout ça, c'est pas très nouveau, hein. On est dans l'introduction, hein. C'est des histoires qui datent à peu près des années 1945. C'est Gogel qui a mis au point cette technique. Alors, si je m'intéresse à la cinématique du pli, c'est-à-dire à la construction du pli, il est évident que cette loi de la surface en excès va s'appliquer à toutes les étapes de la cinématique du pli. Si j'applique la loi de la surface en excès au début de la déformation, au milieu de la déformation, à la fin de la déformation, eh bien je dois à chaque fois retrouver le même niveau de décollement. Alors, c'est ce qu'on fait ici en testant, si vous voulez, un premier modèle de plissement. Je vais supposer, si vous voulez, que le plissement, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Hein. On appuie sur la chose à plisser, une couche. Ici, c'est une feuille de papier, là, vous voyez bien. Et puis, le pli se fait. Et une des caractéristiques, si vous voulez, c'est que dès le début, dès le premier incrément de déformation, la charnière anticlinale et les charnières synclinales sont fixes. On plisse et en fait l'ensemble des charnières se rapproche parce que le pendage des flancs augmente. C'est ça l'idée. C'est ce qui est représenté ici. Voilà. Voilà ma couche à l'origine. Voilà la première étape du plissement. Donc j'ai déplacé ici. Voilà la première étape du plissement. Voilà la deuxième étape du plissement. Vous voyez, ce point-là, il arrive là, puis il arrive là. Une troisième étape du plissement, et ce qui est indiqué ici, ce sont les différentes valeurs du raccourcissement, du rejet, de la force derrière qui appuie pour faire le pli. Donc si je ne raconte pas n'importe quoi, ces trois étapes du plissement correspondent au même niveau de décollement. Donc je vais calculer ici pour le premier pli à surface. J'ai le raccourcissement qui est ici, je divise la surface par le raccourcissement, ça me donne la profondeur du niveau de décollement. Je recommence la même chose pour la deuxième étape du pli. Je calcule ma surface ici, j'ai le raccourcissement, surface divisée par raccourcissement, ça me donne la profondeur du niveau de décollement, etc. etc. Alors, ce qu'on se rend compte, quand on fait ce calcul, c'est qu'on trouve des niveaux de décollement complètement différents. Et ça, c'est un très gros problème, parce que les niveaux de décollement, ils ne peuvent pas se balader dans la mer sédimentaire. Ils sont à un niveau particulier, qui est un niveau argileux ou un niveau de rupture, ça ne peut pas se balader. C'est d'autant plus grave, donc voilà, excusez-moi, les différentes étapes du plissement, d'abord le vert, puis le jaune, puis le bleu. Hein, c'est d'autant plus grave qu'en fait, quand on modélise tout ça, et ici, vous avez la valeur du raccourcissement en fonction de la profondeur du niveau de décollement selon l'approche que je viens de faire. Vous vous rendez compte qu'au premier incrément de déformation, voyez, vous avez l'atus nisi, la collision commence, on appuie d'un mètre. Eh bien, si on fait les calculs à ce moment-là, on trouve un niveau de décollement infiniment profond, ce qui n'a absolument aucun sens en géologie. Donc là, on est un peu bloqué dans le système. La logique arrive sur quelque chose d'aberrant. Alors, on va revenir en arrière et trouver l'endroit où ça foire, où on a fait une mauvaise hypothèse. Quand vous faites une très jolie démonstration et que vous arrivez à quelque chose qui foire, qui est complètement aberrant, qui est manifestement faux, il faut revenir en arrière, regarder les différentes étapes du raisonnement et trouver à quel endroit ça pêche. Alors, l'endroit où ça ne va pas, nous semble-t-il, c'est ce modèle de piste. Parce que quand on réfléchit bien, chacun peut le faire sur sa table de cuisine, mettre une feuille de papier
la punaisée, et puis appuyer sur la feuille de papier. En fait, ce plissement, il n'est possible que parce qu'il y a de l'air qui rentre sur les côtés. Et en géologie, ce n'est pas possible. Quand vous pliez, vous ne ramenez pas du matériel des côtés, sinon on aurait des trous sur les côtés d'un pli. Alors on ne l'a pas. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce type de pli qui ne doit pas avoir de réalité physique, de réalité géologique. Alors, si vous voulez, le modèle que je vous ai proposé, le modèle auquel tout le monde pense, hein, vous demandez à n'importe quel collègue géologue, et vous lui demandez de faire un pli devant vous, il va prendre une feuille de papier, il va appuyer, il va faire ça. Bon. Ce modèle, c'est un modèle qui est caractérisé par des charnières fixes. Et au fur et à mesure, on fait la déformation, ces charnières, excusez-moi, je recommence, se rapprochent et les flancs augmentent. Ce que je vous propose comme modèle, c'est un modèle à charnière mobile. L'idée, c'est qu'à l'origine, toutes les charnières sont au même endroit. Et au fur et à mesure du développement du pli, les charnières vont se déplacer. C'est-à-dire que la longueur des flancs, hein, on va revenir un peu en arrière, si vous voulez, hop, c'est pas ça. Le pendage des flancs est fixé dès le début. Et c'est la longueur des flancs qui change. Pour que la longueur des flancs qui change, il faut que les charnières se baladent dans le pli. Alors, ce qui est extrêmement troublant, voilà, c'est que, au final, avec deux modèles de cinématiques complètement différents, qui n'ont absolument rien à voir, eh bien, on trouve le même dessin. Et il faut vous rendre compte que c'est là où le géologue est coincé, c'est que quand il est devant un pli, hop, eh bien, on ne peut pas, sur la forme du pli, choisir entre ce modèle de déformation et ce modèle de déformation. Jusqu'à maintenant, la majorité des tectoniciens ne s'est pas posé la question, on disait ça, et vous voyez que ça pose un problème, et on est un certain nombre de géologues à penser que c'est plutôt ça. Mais on ne peut pas le prouver sur la forme du pli. La forme des plis ne nous permet pas de démontrer cela. Alors je vais essayer là. De vous faire une petite projection d'un espèce de film, d'une vidéo, qui montre quel genre de pli. Ah, vous avez vu le modèle, j'appuie sur une feuille et on plisse à charnière fixe. Je dis que ça ne marche pas. Voilà par exemple un modèle de pli qui respecte ce que le type de pli que je vous disais. Donc au début c'est tout petit, et puis au fur et à mesure, vous voyez que le pli prend de l'ampleur. Au début c'est tout petit, hein, on appuie, le pli prend de l'ampleur, devient de plus en plus grand, de plus en plus haut. Et très clairement, les flancs ont des pendages qui restent constants. Et au fur et à mesure du développement du pli, vous voyez, je prends un repère ici, la charnière se déplace. Donc voilà par exemple un modèle, une manière de faire un plissement qui respecte à la fois de la loi de la surface en excès, vous voyez que le niveau de décollement est fixe, ne se balade pas, et la loi de la conservation de la matière, puisque les longueurs des couches ici ne changent absolument pas pendant la déformation. Alors ce que je vous présente là, qui est le résultat d'une modélisation, c'est un exemple. On pourrait présenter plein d'autres modélisations. Ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est uniquement à quoi peut correspondre la notion de migration de charnière que je suis obligé d'introduire si je tiens compte de la loi de la surface en excès dans l'étude de la tectonique. Alors, on va revenir à
à notre exposé. Et là, on arrive à la fin de cette introduction. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est des choses que vous pouvez trouver dans les bouquins, c'est des questions que les gens se posent, que les techniciens se posent depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas très très nouveau. Ce que je voudrais vous discuter avec vous maintenant, c'est faire un bilan de cette introduction et ensuite voir comment on peut essayer de démontrer la réalité de la migration des charnières. Et ça a évidemment des conséquences, c'est ce qu'on a dit, sur la fracturation associée des réservoirs. Alors, le bilan. On a, je dirais quasiment depuis qu'on a compris ce qu'était un pli, un modèle qui est un modèle de raccourcissement. Donc ici, si vous voulez, c'est un pli dont j'étudie l'évolution en fonction du temps. Donc ça, c'est son état initial, après quelques temps, et un état actuel. C'est un diagramme 3D, mais la troisième dimension, ce n'est pas la profondeur, c'est le temps. Alors, vous voyez qu'avec le temps, on a donc un raccourcissement qui augmente, le bandage des flancs qui augmente, et la position des charnières qui est fixe. Je vous ai dit qu'il existait deux types de modèles. C'est le même genre de diagramme ici avec le temps. Le temps, le raccourcissement augmente ici. Et dans ce type de modèle, les charnières, c'est les flèches rouges, se déplacent. Si les charnières se déplacent, c'est-à-dire qu'il y a du matériel qui passe par les charnières. C'est ce qui est représenté par les flèches jaunes. Là, ici, on a du matériel qui a franchi la charnière à cet endroit-là. Bon, comment démontrer cette migration de charnière? C'est ça le problème, parce que tout ça c'est très très joli, c'est très théorique. Et comment un géologue peut se convaincre de la réalité de la migration des charnières? C'est ce qu'on va voir maintenant en posant un peu la cinématique. Vous voyez, ici j'étudie la migration de la charnière, ici j'ai une charnière fixe, je pars d'un état initial, voilà une étape. Je représente ma migration par le bulldozer qui déplace ma charnière ici. Alors qu'ici, au contraire, je fais tourner ma charnière autour de cet axe qui est fixe. Et voilà mon état final. Et ce qui est tout à fait problématique, c'est que les états initiaux sont pareils, l'état final est le même, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est les étapes qui sont. Encore une fois, quand on voit un pays, on n'est pas capable de dire, tu vois une charnière, si elle a migré ou si elle n'a pas migré. Alors, comment régler ce problème? La première idée à laquelle on pense, c'est de réaliser une étude microstructurale en se disant que dans un pli classique à rotation de flanc, on va avoir du cisaillement dans le flanc et la charnière sera localisée dans le synclinal et elle reste fixe. Dans un modèle à migration de charnière, bien du fait même de cette migration de charnière, tout ce secteur ici qui est grisé a été à un moment donné la charnière. Donc a priori, on devrait pouvoir trouver quelque part ici des traces de cette migration, des traces du passage de la charnière. C'est évidemment la première idée que tout le monde a eue, et il y a des, j'allais dire, des dizaines, non, mais au moins une bonne dizaine d'équipes différentes, de géologues différents, aux États-Unis, en Australie, en Chine, etc., qui se sont attaqués à cette question, et le résultat est un échec flagrant. On ne peut pas utiliser cette méthode, a priori, pour faire la démonstration. Je vous explique pourquoi, en prenant ici une étude de Butner en 1988, qui s'est donné absolument toutes les conditions pour réussir cette étude, notamment, ils ont choisi un système de plissement qui affectait des roches à la limite du métamorphisme, et notamment qui enregistrait par des microstructures, des schistosités, des rotations du Bonnat, des machins comme ça, toutes les étapes de la déformation. Ils ont un véritable catalogue de déformation. Alors ça, c'est réuni, c'est résumé un peu ici sur les différentes surfaces qu'ils ont étudiées, etc., avec les domaines d'existence de ces surfaces. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que le modèle, c'est un modèle, vous voyez, où
où la migration est évidente. Je veux dire, même ceux qui ne croient pas à la migration des charnières, ils sont obligés de dire qu'il y a une migration ici, puisque c'est le franchissement d'un chevauchement. Hein, on glisse sur quelque chose de plat, on grimpe, on déplace, alors ici toujours le temps. C'est pas possible qu'il n'y ait pas migration de la charnière. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bon, eh bien, dans ce cas, certains ont la migration de la charnière, on n'a pas pu faire la démonstration. Et je vous explique en 2 mots, hein, c'est que quand on fait passer un morceau de roche sur ce genre de chevauchement en rang, on provoque un cisaillement simple, et ce cisaillement simple fait que quelque chose de vertical reste vertical au-dessus de la rampe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation du système, c'est les propriétés du cisaillement. Phi est à peu près égal à alpha dans les lois de cisaillement. Si bien que quand on regarde les choses ici, on est incapable de savoir si ça s'est fait à ce stade-là, ou si ça s'est fait à ce stade-là et que ça a été transporté. Il y a un échec total et il n'y a pas de moyen de passer à travers cet échec. C'est une des propriétés de la nature, une des propriétés du cisaillement associé au chevauchement. On est coincé là-dessus. Alors, on a donc, en fait, excusez-moi, donc voilà les abacs fondamentales des relations entre le cisaillement et l'angle de changement du transport. Et vous voyez que pour des faibles valeurs, ici, on est quasiment en relation linéaire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de vertical, on cisaille, on a toujours quelque chose de vertical. Vous allez vous rendre compte si vous prenez une ramette de papier, donc où les bords sont parfaitement verticaux, vous coincez d'un côté, vous soulevez l'autre. Et vous verrez que le flanc de ce qui a été soulevé est toujours vertical. C'est une petite manie qu'on peut faire très facilement avec une ramette de papier, hein, se rendre compte de cette propriété. Donc on est coincé, on ne peut rien faire de ce côté. Alors, quand on s'est rendu compte de ça, on a essayé d'explorer d'autres pistes. Et une autre piste qui est probablement également évidente, c'est la sédimentation synthétique. Alors, je vous explique un peu le raisonnement. Toujours le même dessin. En disant que si on a le relief que l'on crée ici, que ce soit là ou là, d'ailleurs, peu importe, et si ce relief est érodé en même temps que la tectonique, vous allez déposer ici à plat des formations détritiques syntectoniques dont la géométrie va vous donner une information sur les étapes de la formation du relief. L'idée, elle est exprimée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bassin syntectonique? C'est par exemple ce genre de choses où vous avez ici des roches antérieures à la tectonique qui sont ici glissées, et à l'endroit de la charnière, eh bien, vous allez observer donc des couches syntectoniques, couches détritiques qui sont issues de l'érosion du relief, qui vont présenter des on-nappes, des discordances internes, des variations d'épaisseur, etc., etc. Et le postulat sur lequel on part, c'est que la géométrie ici, tout ce chantier-là, tous ces on-nappes, tous ces discordances, etc., est une indication de la manière dont le relief se fait. Alors, on va... Donc le meilleur moyen pour régler ce problème-là, ça va être de réaliser des modèles numériques qui vont essayer de prévoir la géométrie de ces pays. Alors, voilà par exemple un modèle numérique de dépôt syntectonique dans le cas d'une migration de la charnière. Alors, j'ai essayé de vous convaincre dans un premier temps que ce que je vous dessine ici, c'est bien une migration de charnière. Regardez ici le centre de la charnière. Vous voyez que ce centre de la charnière s'éloigne. De la même façon, le flanc ici migre sans modifier son angle. Hein? On est dans un système de tapis roulant, donc on est typiquement dans un système de migration charnière. Et dans ce système de migration charnière, je dépose successivement des couches parfaitement horizontales
lesquelles couches parfaitement horizontales sont déformées au fur et à mesure. Et vous voyez que notre bassin syntectonique va dessiner ici un système de Holnach qui est très particulier et qui est caractérisé notamment par ce qu'on a appelé les épaulements. Alors, si j'envisage cette fois-ci des plis à synclinal où au contraire la charnière est fixe. Vous voyez, elle ne bouge pas, elle. Le centre du rayon de courbure de la charnière ne bouge pas. Et le flanc se redresse. C'est le modèle classique du plissement, vous voyez. Et bien dans ce cas, et toujours pareil, si mon programme informatique dépose au fur et à mesure des couches parfaitement horizontales qui se déforment au fur et à mesure, eh bien je vais obtenir une géométrie de bassin syntectonique qui est complètement différente du précédent. Et donc l'idée, ça va être d'aller au pied de relief, d'essayer de trouver ces discordances progressives, ces zones-là en formation syntectonique, et de pouvoir démontrer si on a ou pas une migration de charnière. Alors, on revient sur l'exposé. Normalement, tout ça s'intégrait dans l'exposé, mais il y a des petits problèmes de couplage. Donc voilà en fait ce qu'on attend. Voilà un bassin syntectonique en cas de migration charnière, on a des épaulements. Voilà un bassin syntectonique quand on a de la rotation de flanc, on a une variation progressive sans épaulement. Alors, premier exemple, c'est un exemple qui vient du nord de l'Espagne, excusez-moi. Vous avez ici un relief, peu importe, et au pied de ce relief se déposent des conglomérats. Et ce que vous avez ici, c'est des niveaux de conglomérats. C'est un bassin syntectonique, c'est la région de Saint-Lorenz. Donc vous voyez ici que ces conglomérats, ils varient d'épaisseur, ils dessinent ici des discordances, on voit bien ici une discordance. Et c'est probablement un des plus beaux bassins syntectoniques du monde. C'est bien qu'il y a un certain nombre d'équipes qui ont travaillé là-dessus. Et notamment, il y a une équipe qui est celle de Marie Ford, qui est une Anglaise qui travaillait à l'époque en Suisse, maintenant elle est professeure en France, qui a réalisé un travail, je n'ose pas dire de géologue, c'est presque un travail de topographe, en essayant de dessiner le plus précisément possible avec des balises, des repérages GPS, etc., la coupe de ce bassin syntectonique. Voilà sa coupe de bassin syntectonique. Donc on a, comme tout à l'heure, des niveaux antitectoniques, et puis les niveaux de conglomérats syntectoniques, avec comme tout à l'heure, des laves, des discordances internes, etc. Bon, je ne suis pas très enthousiaste de l'appellation ici, vous voyez, ABCD, EFG. D'habitude en géologie, on commence par appeler les couches les plus anciennes et on compte dans l'autre sens. Là, c'est directement issu de sa publication originelle, donc on n'a pas changé l'ordre des couches. Alors, voilà ici le résultat de la modélisation qu'on a fait de ça avec le logiciel dont je vous ai montré tout à l'heure, les petits dessins animés. Alors, je vais faire un agrandissement de ce qu'on a ici. Ça, c'est le résultat du modèle, ça, c'est la réalité de terrain. Vous voyez que c'est remarquablement proche. Et ça suggère, en tout cas c'est l'hypothèse de base, que la mise en place de ce bassin syntectonique s'est fait exactement comme le logiciel le prévoit, avec ces étapes. Et ces étapes, elles supposent une migration de la charnière et pas de rotation de flux. Et là, pour la première fois, je vous apporte là un argument géologique, cette fois-ci, pas logique ou pas mathématique, un argument géologique en faveur de la migration de la charnière. Quand on a vu ça, il est possible de ne pas croire à la migration de la charnière. Alors qu'on n'a pas parfaitement le droit
de croire, c'est que c'est extrêmement rare, ça arrive sur 2 ou 3 plis sur la planète. Ça, tout le monde peut croire ça. Mais a priori, à ce stade-là, la migration de la charnière est un phénomène certain. Donc voilà ici le cadre qui est... Bon, alors ces systèmes d'études des discordances progressives, hein, on peut le faire quand le relief est érodé, on peut aussi le faire quand les plis poussent au fond d'un bassin, ça c'est un bassin sédimentaire actif, et vous voyez ici par exemple des plis qui se forment et on dépose des couches au fur et à mesure. Hein. C'est par exemple ce qui se passe dans des bassins d'avant-arc, des choses comme ça, où on a le substratum qui se déforme au fur et à mesure où on a une sédimentation. Hein. Et vous voyez, par exemple, ici, toujours résultat d'une modélisation, la géométrie des couchins tectoniques en fonction d'un développement du pli. Même chose pour un autre type de pli, ici, pour d'autres types de plis, des bassins syntectoniques qui ont tous des formes différentes, qui dépendent de la mise en place du pli. Alors, je vais juste vous montrer ici, par exemple, hein, le résultat d'un modèle et un cas réel. La sismique réflexion, ça doit venir du nord de l'Algérie, ce profil-là. Hein. Vous voyez des similitudes extrêmement importantes entre les deux objets. D'un côté un modèle, de l'autre côté un cas réel. Et là aussi, migration charnière. Les flancs sont fixes et se développent au fur et à mesure. Deuxième démonstration, si vous voulez, de l'existence de la migration de charnière sur des défauts syntectoniques. Alors, on a vu que la microtectonique, ça ne marchait pas. On a vu que les migrations de charnière, les dépôts syntectoniques, on pouvait, sur un certain nombre d'exemples, démontrer qu'on avait la migration de charnière. On va regarder maintenant ce qu'on appelle les collapses structures et plus spécialement les flaps. Alors l'idée, elle vient d'une vieille publication de collègues Harrison et Falcon, qui sont des Anglais qui avaient travaillé à l'époque en Iran, aux Athos. Et ces gens-là avaient montré que dans un système plissé sans problème, si vous voulez, il y avait localement des aberrations de plissement. Hein. Vous voyez ici des plis disharmoniques qui ne suivent pas les plis généraux. Et il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez que les couches ici sont complètement rebroussées à l'horizontale. Et ce rebroussement ici, il est à peu près sur 3-4 miles, c'est-à-dire c'est plusieurs kilomètres, hein. Ça doit faire 4-5 kilomètres. Alors, quand on lit l'article d'Harrison et Falcon, manifestement, ils n'étaient pas posé de questions. Ils supposaient que pendant qu'on faisait le plissement, bon, il y avait une couche qui se renversait et qu'on faisait un pli comme ça. C'est ce qu'on a l'impression en lisant leur article. Bon, je pense que vous vous rendez compte que c'est complètement impossible de faire ça. On ne peut pas avoir une lame de roche 4 km de hauteur qui se retourne et qui vient tomber dans le bassin le bassin sédimentaire sans se broyer. C'est un glissement de terrain, c'est un écroulement là dont on parle. Hein, c'est pas un filtre. Donc ce modèle-là, il marche pas. Nous, on pense que l'existence même des flaps, c'est-à-dire ces espèces de petits couchers qui sont au pied d'un grand pli, ça suppose la migration de charnière. C'est-à-dire que c'est le fait que notre charnière migre, qu'elle pousse devant elle un petit repli ici qui prend de l'ampleur. C'est la seule explication cinématique. Quand on a des flaps, il nous semble qu'on a obligatoirement migration de charnière. Alors, voilà par exemple des exemples qui proviennent de différents modèles. Ça, c'est un dessin de terrain, si vous voulez, avec un flap, qui est le pli kilométrique. Hein. Et voilà le type de modélisation qu'on va arriver à faire. Un état initial avec l'érosion qui commence. Cette couche-là a tendance à se repousser, et au fur et à mesure qu'on pousse, là, on bouscule cette couche à l'avant. Et on fabrique si inférieur. Ça, c'est une coupe de terrain qui vient, je crois qu'elle vient d'Iran et qui est d'une même région qu'avait étudié Harrison et Falcon, mais refait avec des relevés géologiques modernes.
Et voilà le type de modélisation qu'on propose. Voilà par exemple une allure de flap, celui-là il vient de Belgique. Vous avez ici un pli couché. C'est tout à fait surprenant de trouver des plis couchés dans ce contexte géologique. Vous voyez que les calcaires ne sont pas déformés spécialement, hein, il n'y a pas de métamorphisme. On est dans un bassin sédimentaire qui a subi les mêmes déformations que par exemple le bassin de Gafsa, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Grandes zones plates avec des petits anticlinaux de temps en temps. Il y a un endroit où on a un pli couché. Toute la Belgique, un pli couché à ce niveau. Et quand on analyse ce pli couché, on peut montrer que... Ah, excusez-moi, je n'ai pas plus de choses que ça. Non, on peut montrer que c'est un flap, hein, qu'il est noyé dans des formations syntectoniques, et là aussi, on est amené à avoir la démonstration de la migration des charnières. Je pensais que j'avais plus d'éléments. Alors la quatrième piste, c'est la piste de la signature géomorphologique. Et c'est notamment un travail qui a été fait par Riyad Hamadi dans le cadre de sa thèse. Donc je prends la parole à la place de Riyad pour vous expliquer les résultats. Donc Atlas d'Afrique du Nord, la Tunisie, en gros le bassin de Gafsa, qui est ici. Ce qui est intéressant dans ce bassin, on a la série lithologique ici, avec à la base du Trias, une grosse série évaporitique, un Mésozoïque qui est armé par des grandes bandes de calcaire, dont notamment la formation Abiot, puis après du Tertiaire, qui est plutôt caractérisé par des roches très très fluviales, qui n'ont pas une très bonne résistance à l'érosion. Alors, le bassin de Gafsa, vous connaissez tous, hein, c'est une grande plaine avec des anticlinaux qui dépassent. Voilà une photo satellite, hein, on retrouve ici la chaîne d'Ormata, Gafsa avec sa palmeraie qui apparaît ici en rouge pour des raisons de mode de photographie, c'est infrarouge. Et la chaîne de Gafsa, quand on est là, vous avez ici le sommet de Clavis. Donc, pour des raisons que on ne va pas exposer ici, on pense que ces plis, le nord à gauche, sont pour la plupart d'entre eux des plis de propagation au sens hydrant, voilà, un décollement et une rampe. Mais ce qui est intéressant, c'est que du fait de la lithologie, on a tout le tertiaire qui est dégagé et il ne reste au niveau du pli, dans un certain nombre de ces plis, un espèce de dos de baleine qui correspond à la formation Abiot. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces plis sont probablement des plis très récents et quand on observe les dépôts syntectoniques, on se rend compte qu'ils sont du séli, hein, la formation séli, c'est-à-dire que c'est des formations myo-plio-quaternaires, probablement même en grande partie quaternaires. Alors, je vous rappelle que dans ce type de modèle, avec un pli de rampe, on prévoit des phénomènes de migration de charnière. Et bien entendu, si on a des dépôts syntectoniques, ça devrait pouvoir se voir. Alors, voilà par exemple le paysage qu'on observe du haut du Jebel Seïb, en regardant vers le sud. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a toute une formation tertiaire qui est rebroussée, qui est presque verticale, mais qui est complètement rabotée par l'érosion. Dès que le tertiaire fait un relief, il est ramené à zéro. Et sur ce tertiaire, on a ici des espèces de pédiments, de glacis quaternaires qui reposent dessus. Voilà un espèce de bloc diagramme, si vous voulez, de ce qu'on observe quand on est en haut d'un anticlinal. On a tout le tertiaire qui est blessé, mais érodé. Et dessus, des formations quaternaires de pédiments. Et ce qui est intéressant, c'est que ces formations forment ici un épaulement. On observe très bien sur cette photo. Vous voyez ici le tertiaire qui est blessé et érodé. Et nos pédiments, nos glacis quaternaires, qui présentent un épaulement. Ce glacis quaternaire, il a valeur de dépôt syntectonique. On peut penser qu'il s'est déposé à plat et qu'il a été ensuite déformé par la tectonique. On a donc essayé d'appliquer les modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà par exemple le pli à sa création.
l'érosion quasi instantanée de tout tertiaire qui résiste mal à l'érosion, le dépôt d'un quaternaire, la continuation de la déformation par migration de charnière et mise en place de l'épaulement, pas n'importe où, exactement à l'endroit du synclinal dans le tertiaire. Correspondance entre la position de l'épaulement et la position du synclinal. Et c'est exactement ce qu'on trouve sur le terrain. Donc là encore, si vous voulez, on a, nous semble-t-il, sur un pli où on s'attendait à trouver de la migration charnière, eh bien on démontre la migration de la charnière. Alors, une autre approche que l'on peut faire sur ces mêmes plis en Tunisie, c'est étudier non pas les dépôts tectoniques, mais l'érosion qui affecte notre énorme dalle calcaire de la ville. Alors l'érosion, c'est quelque chose de complexe, l'érosion. C'est quelque chose qui tient compte de la tectonique, la vitesse et le mode de fabrication du relief. Plus le relief pousse vite, plus l'érosion est importante, plus le relief est lent, moins l'érosion est importante, donc ça dépend de la tectonique. Ça va dépendre du climat aussi, s'il pleut jamais ou s'il pleut sans arrêt. Si ces pluies sont très fines et très longues, ou si au contraire on a des effets de torrent. Ça va dépendre de l'évolution du niveau de base. Là, je vous parle du niveau de la mer. Si le niveau de base baisse, les rivières vont avoir tendance à se recreuser. Ça va augmenter l'érosion. Si le niveau de la mer augmente, au contraire, les rivières vont sédimenter. Ça va supprimer de l'érosion. Et puis ça dépend aussi de la lithologie, c'est-à-dire de la nature des roches. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, il est clair que, comme ce sont des plis très récents, on peut considérer que le climat c'est une approximation, mais que le climat n'a pas beaucoup changé depuis que les plis ont commencé à se mettre en place. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on n'a pas des modifications climatiques importantes, on n'a pas traversé de périodes complètement différentes. Par ailleurs, toutes les rivières qui coulent dans le bassin de Gafsa, notamment celles qui érodent les plis qui nous intéressent, sont des rivières qui vont se perdre dans des sécras, dans le Sahara. C'est des rivières endoréiques, c'est le terme scientifique, qui ne sont donc pas contrôlées par le niveau de base. Le niveau de la mer peut jouer au yo-yo à Gabès, ça ne changera rien sur l'érosion de nos reliefs. Donc, on peut ne pas tenir compte de l'évolution du niveau de base. Et puis, la lithologie, vous l'avez vu, on a pris la précaution de prendre des plis qui étaient des plis où affleurait seulement la biode. Donc la lithologie, elle est partout la même. C'est donc pas la lithologie qui va faire changer l'érosion. Donc en fait, on est dans des conditions absolument rêvées. J'aurais presque tendance à dire unique au monde, où l'érosion ne dépend que de la tectonique. C'est une chance exceptionnelle qu'on a ici. L'érosion ne dépend que de la tectonique. On est donc dans des conditions absolument rêvées pour développer ce genre d'études. Alors, l'idée, c'est que, c'est toujours le même dessin, hein, c'est que la manière dont va se faire le relief, ce relief va être attaqué par l'érosion, et la manière dont le relief est attaqué par l'érosion, ça va nous donner des indications sur la dynamique, sur la cinématique du glissement. Première information, hein, vous voyez ici un anticlinal, avec, on reconnaît très bien cette dalle d'abione, et la dalle d'abione s'arrête quelque part ici, hein, avec ici les couches tertiaires fortement érodées. Donc c'est une photo satellite. Ce qui est tout à fait remarquable, vous voyez, c'est que donc on a des ouèdes qui descendent du relief, mais très curieusement, ces ouèdes, ici en limite, viennent se rejeter dans une espèce de collecteur, c'est-à-dire quelque chose qui va collecter l'ensemble des ouèdes, et a priori, ce collecteur, il est en haut de la pente, enfin il n'est pas au pied de la pente,
puisqu'il y a encore de la biode en bas. Et on remarque que la biode, ici, est quasiment démunie de traces d'érosion. C'est ce qu'on voit ici sur cette carte, qui est une interprétation de cette photo aérienne. Le modèle qu'on propose pour expliquer ces observations, c'est de dire que dans un premier temps, peut-être dans une phase un petit peu plus humide, voilà la géométrie de la base du pli. Le tertiaire, comme d'habitude, est toujours ramené à 0. Et puis, les oueds qui drainent la biode sont collectés dans un collecteur qui va faire le tour du pli pour aller jeter cette eau dans les exutoires, dans les septras, dans des trucs comme ça. Si notre tectonique, elle génère de la migration de charnière, eh bien votre collecteur, qui est celui-là, va se retrouver perché et on dégage ici, par rotation de la charnière, une nouvelle surface d'aviole qui n'est pas érodée. Donc selon nous, la photo satellite que je viens de vous montrer est un nouvel argument face à la migration de la charnière. Toujours sur le plan du réseau hydrographique et de l'explication du réseau hydrographique. Vous voyez que quand on regarde l'organisation du réseau hydrographique, vous avez l'impression qu'il est très complexe au niveau du relief, avec beaucoup de confluences, des choses comme ça. Et plus on s'éloigne, plus il devient simple, parallèle, et au pied du relief, il n'y a plus aucune érosion. C'est ce qu'on observe ici, avec un réseau hydrographique très complexe, et plus on descend, plus il se parallélise, et à la base, il n'y a même quasiment plus de réseau d'érosion. Bon, là aussi, on interprète ces données comme indiquant la migration de la charnière. À un certain stade, l'érosion s'installe, et quand la migration de la charnière a lieu, c'est-à-dire que le relief se développe, eh bien, on perche les endroits qui ont subi une érosion depuis longtemps, et au contraire, au pied de relief, on n'a quasiment pas d'érosion. Donc on a des réseaux très élaborés ici, très hiérarchisés, on dit, avec beaucoup de confluences. Ici, on a des réseaux très simples, très primaires, avec des grains qui sont parallèles, voire qui ne s'enfoncent pas dans la roche. Là aussi, on a la preuve de la migration de charnière. Bon, ça, j'ai passé. Le bilan, c'est donc le modèle classique à charnière fixe et rotation des flancs n'est pas compatible avec la variation face indexée. Personne n'arrive à critiquer. Par contre, il y a des modèles qui sont des modèles à migration charnière qui sont compatibles avec la migration des charnières, qui sont compatibles avec la variation face indexée. On n'arrive pas, alors, question, est-ce que la migration des charnières, qui est une vision théorique, est-ce qu'on peut la démontrer sur le terrain? C'est la question que je voulais aborder lors de cet exposé. On a vu que l'étude de la microtectonique et de la fracturation ne marchait pas. On a vu par contre que les collapsatures, les flaps, démontraient la migration de la charnière. Le problème, c'est que des flaps, il doit y en avoir 3, 4 connus au monde. C'est pas la peine d'aller dans les montagnes pour essayer de trouver des flaps. C'est terriblement rare. Alors, une autre méthode, c'est la sédimentation de bassin tectonique. Vous avez vu que sur un certain nombre de bassins tectoniques, je considère qu'on a démontré la migration de la charnière. Et puis enfin, la signature géomorphologique, le problème du degré d'érosion des reliefs, là aussi, et ça c'est un travail qui est particulièrement en Tunisie, parce qu'on est dans des conditions tout à fait exceptionnelles où l'érosion ne dépend que de la tectonique, eh bien on peut démontrer, ici en Tunisie, que par des arguments géomorphologiques, on a la migration de la charnière. Donc, on est obligé de conclure, et je terminerai là-dessus, que les pliages charnières mobiles,
La migration de la charnière, ça existe. Il y en a en Tunisie. On n'est même pas loin de penser que l'essentiel des prières en Tunisie sont de ce type-là. Après, la question est de savoir est-ce qu'on peut généraliser cette conclusion, mais ça, c'est une autre question. Je vais passer ça. Je vous remercie de votre attention. Vous remercie, M. Eric. Maintenant, je donne la parole au public, si quelqu'un a une question. Quels sont les indices trouvés sur le plan de la migration de charnière? On n'en est pas là. Je vous l'avais dit, c'est un travail de recherche. On n'est pas opérationnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recette à donner, par exemple, aux pétroliers, aux hydrogéologues, quelqu'un, pour aller sur un réservoir pétrolier ou un réservoir d'eau et dire voilà ce qu'il faut regarder pour savoir comment s'est fait le puits. On en est encore qu'à essayer de montrer que ça existe. C'est de la recherche. Donc, je ne peux pas répondre à la question parce que je n'en sais rien, je n'en sais encore rien. On n'a pas d'indice certain, opérationnel, au sens où on peut l'apprendre dans les écoles, etc., pour reconnaître un pli chimique. On est dans une démarche de recherche. Je réponds à votre question. Ce n'est pas une réponse très brillante, mais c'est la vraie réponse. Si vous avez ignoré dans ces matières la science tectonique, le climat, oui. Je pense le climat et le niveau le niveau de base. Ouais. Pourtant, au quaternaire, vous disiez, monsieur, que la majeure partie des formations, c'était au quaternaire. Ouais. Ouais. Enfin, surtout quaternaire. Ouais. Alors qu'on a des épisodes glaciaires et interglaciaires très nombreux, que le niveau de statique, le niveau de mer. Ouais. Alors, je répondrai à votre réponse, à votre question en deux temps. Sur le problème du niveau de base, c'est-à-dire du niveau de la mer, effectivement, on a des fluctuations très importantes pour le quaternaire. Mais ce qui se passe, c'est que d'après les stratigraphes qui ont travaillé dans toute cette région, le seuil qu'il y a ici a empêché des connexions de ce réseau hydrographique avec la mer. C'est-à-dire que tout le réseau hydrographique du bassin de Gafsa va vers le sud, va vers des chôtes ou va vers le Sahara. C'est-à-dire que le niveau de la mer, il arrête. Et ça depuis apparemment, je crois, l'Éocène. Miocène. 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 Depuis le Miocène. Donc le niveau de la mer, il peut faire ce qu'il veut. Je veux dire, le niveau de base local est toujours le même, c'est celui des chôtes. Apparemment, c'est ce qu'on dit. Alors, la deuxième réponse, c'est que, et là aussi, il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est qu'au quaternaire, il y a eu manifestement des phases plus humides que la phase, par exemple, actuelle. Alors, ça, c'est un domaine qui reste probablement à explorer. C'est une approximation de dire on le néglige. J'en suis complètement conscient. Mais je vous fais remarquer qu'on n'a pas encore fait les profils en long des rivières, etc. Enfin, c'est une première approche. Mais par exemple, l'époque où s'est mis en place les collecteurs basales, c'est manifestement une période particulière, parce que ces collecteurs, il n'y en a pas à toutes les époques. Donc là, ça, on a peut-être une trace de signature climatique. De la même façon, si vous regardez les choses dans le détail, vous voyez ici, il y a des espèces de collecteurs qui sont franchement perchés ici. Et quand on regarde les choses dans le détail, c'est pas aussi homogène que je vous l'ai présenté. Voilà. Quand on regarde le réseau, vous voyez ici, il se passe des choses bizarres. On n'a pas une variation progressive d'un réseau mature à un réseau immature. On a une espèce de rupture.
on a bien l'impression que là, par contre, il y a une phase de sécheresse. Ça, c'est un travail qui reste à faire. C'est une première approximation que je vous ai donnée. Il y a au passage, donc Azem, un étudiant de Saxe, c'est ça, qui commence à travailler, enfin qui travaille déjà depuis quelques temps sur ces aspects-là, sur des aspects beaucoup plus quantitatifs, en établissant des profils en long, des choses comme ça, à partir des MNT, faisant des calculs d'érosion beaucoup plus sophistiqués que ce que je vous dis. On a là en Tunisie un site assez exceptionnel d'études, il faut l'exploiter à fond. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Bon, je suis est-ce que ce modèle-là peut être appliqué dans ce triangle-là? Là, on était la dernière fois, dans la direction nord-ouest-sud-est, on a le nord-sud, les est-ouest et le nord-est-sud-est. Parce que vous avez pensé au moins de... Moi, je suis toujours prêt à tout faire. Évidemment, j'avais ça en tête en permanence en visitant ce terrain. Il y a un travail à faire de détail. Il y a un travail à refaire pour chercher un certain nombre de particularités qu'un cartographe habituel n'utilise pas. Moi, je pense que, c'est-à-dire les modèles actuels ne doivent pas permettre de le faire, mais je pense que ce serait l'occasion de faire évoluer les modèles pour rendre ça possible. Juste une information sur la chaîne Est-Ouest, bon, c'est seulement le flanc sud de Bredma, on va trouver ces modes de replissement, ce qu'on appelait à l'avance des plis secondaires, plis secondaires, même dans le Jebel Boudor, c'est-à-dire la direction nord-est et sud-ouest, sur le bout du triangle, voilà. Ah oui. Oui, voilà, celui-là, d'accord, sur le flanc est aussi on trouve sur le plan-là. Ah oui. Alors, il y a déjà des gens qui travaillent dans ces trucs-là qui ont... Je considère que c'est des travaux très préliminaires, parce que ça n'a pas été fait dans cette optique-là. Leur thèse n'a pas été faite dans cette optique-là. Mais en tout cas, ce qu'ils ont montré quand même dans leur thèse va complètement dans ce sens-là. Alors ça vaudrait le coup de s'y mettre. De faire ce travail. Mais la modélisation, c'est un boulot complexe. J'ai parlé avec l'IA dans cette session-là, parce que le problème, c'est l'existence de ces différentes directions avec des nœuds, etc. C'est le problème de l'héritage. C'est-à-dire que les plis, ils ne répondent pas qu'aux contraintes. Ils répondent aussi à l'héritage. La position de failles sédimentaires et des choses comme ça. Et c'est là qu'est la difficulté. Et spécialement dans ce coin-là, mais d'une manière générale, c'est vrai aussi dans tout l'axe nord-sud, au sens le plus large possible, on a un gros problème de modélisation qui est la prise en compte de l'héritage. Quand on est ici dans des petits plis peu développés, qui sont en gros perpendiculaires à la direction de déformation, ça se passe facilement, la modélisation elle est prête. Par contre, dès qu'on a des problèmes d'héritage, c'est vrai dans tout l'axe nord-sud, Meknessi y compris, c'est vrai dans la chaîne de Gafsa, c'est probablement vrai à d'autres endroits, par exemple du côté du Zagouan. Là, on a des difficultés, il faut réfléchir, il faut faire évoluer les modèles, il faut les améliorer, etc. Et dans ce triangle-là, presque sur toutes les chaînes, il y a des failles directionnelles à côté de toute la structure. C'est l'héritage. Ouais. C'est le poids de l'héritage, de toute l'histoire qui va du Trias à l'Éocène, en gros, dans la manière dont on va se faire les plis au Miocène et au Quaternaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que vous négligez les agents d'érosion, à part la tectonique ou les éléments? Non, je les néglige pas. Je dis que à l'échelle où on pose le problème, c'est-à-dire j'essaye pas de quantifier la migration de la charnière, j'essaye pas de modéliser le problème, j'essaye juste de montrer que ça existe. Et à cette échelle très préliminaire d'une étude scientifique, il y a des approximations qu'on peut se permettre de faire. Et notamment, l'histoire climatique, et vous avez parfaitement raison, ça se discute. En tout cas, pour ce qui est du climat direct, attention. On fait les armes par les transisotopiques. Oui, il faut développer d'autres études. Donc, le climat,
les niveaux de base, la lithologie. Quand je dis par exemple que c'est partout de la biome, oui, mais la biome, c'est pas un monde calcaire, il y a des niveaux différents dans la biome, qui serait à tenir compte aussi. Mais pour l'instant, on est vraiment, j'essaye pas de quantifier les choses de façon très précise. On essaye juste de montrer que la migration de la charnière existe. Donc on se permet des approximations. Quand vous vous intéressez à la force de gravité, hein, vous lâchez une bille, vous négligez les froids de plomb, vous voyez, bon, au moins pour démontrer la gravité. Après, quand on veut vraiment savoir au millième de seconde près quand la bille va toucher le sol, alors là on commence à s'intéresser au frottement, etc. C'est deux niveaux du problème. Donc, on en est vraiment au début. On en est vraiment au début. Je réponds à votre question. Si on admet ces modèles oui. dans toute la Tunisie, surtout dans la coupe que vous présentez ce matin, c'est rien. Comment peut-on expliquer deux choses qui sont très nettes en Tunisie, surtout les structures effondrées, les fossiles d'effondrement et le volcanisme tertiaire, le volcanisme néogène. Comment peut-on expliquer ces... Alors, les grands fossés d'effondrement, c'est un problème, c'est un vrai problème. Hein, je veux dire, c'est pas du tout évident. Alors, il y a toute un espèce de consensus en Tunisie là-dessus, hein, sur leur âge, leur fonctionnement, etc. Récemment, 2009 et 2010, il y a deux thèses qui ont été publiées sur ces fossés, qui ont un rapport avec ces fossés. C'est la thèse de Belhuit à Sfax et la thèse d'Ezine à Tunis, qui, à mon avis, renouvelle complètement le problème. Donc, et notamment, ces gens-là montrent que s'il y a des fossés, c'est pour une toute raison qu'on a du mal à intégrer dans l'histoire classique de la Tunisie. C'est un problème limite de Planck qui serait lié à l'ouverture d'un fossé qui serait là, dans cette direction-là précisément. Ça change complètement l'approche de la chronologie. D'après eux, les fossés ne se seraient pas ouverts à l'époque. C'est peut-être d'investissement cristal? Non, pas cristal, de couverture. C'est-à-dire qu'on a un amincissement cristal ici, qui se transmet par... et qui se transmet par un amincissement de couverture ici avec un décollement sur le trias. Lequel trias, on le ressent très bien en gravimétrie. Mais, si vous voulez, c'est des choses qui ne sont pas mûres. C'est des idées qu'il faut qu'on vérifie sur le terrain. Donc je préfère ne pas embrouiller les choses et pas trop en parler. D'abord, c'est pas moi qui ai fait ce travail. Donc j'ai du mal à vous en parler complètement. C'est pas mon travail. Et en plus, je pense que ça a besoin de vérification. Et la deuxième question, c'est le problème du volcanisme. Alors ça, c'est le problème du volcanisme, il est partout le même. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des communications entre des failles et des réservoirs magmatiques. Donc il faut qu'on ait les réservoirs magmatiques en question, c'est des problèmes de fusion de croûte, des températures, des teneurs en eau, c'est toujours pareil. Et puis des problèmes de chemin pour les faire arriver en surface. Et c'est vrai que dans toute la région qui est là, où on est... Où ça? Oui, c'est Galb Saadmoun, c'est le même. Oui, c'est ça, oui. C'est dans tout ce secteur au nord. Dans tout ce secteur-là, si vous voulez, il y a des auteurs récents qui ont montré que la structuration des dépôts mésocénozoïques se faisait avec des blocs basculés, donc probablement d'ampleur crustaux, c'est une marge. Et dans un contexte de marge, on n'a pas trop de mal à faire remonter du volcanisme. Mais le problème c'est qu'on a deux types de volcanisme. Un volcanisme calco-alcalin et un volcanisme alcalin. Joker. C'est des problèmes de géochimie. Je refuse de m'embarquer là-dedans. C'est pas que j'ai pas confiance dans les géochimistes, hein.